Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans la chambre d'appel. On va lancer une sorte de mini-série de plusieurs épisodes sur le phénomène des chaussures carbone. On en a tous entendu parler, que ce soit dans le demi-fond, dans le sprint, dans les courses sur route. Donc aujourd'hui, on va faire un premier épisode sur les chaussures à carbone, mais que sur le sprint. Donc installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Allez, aujourd'hui, on vous parle des chaussures carbone. On en a tous vraiment déjà entendu parler plein de fois. On a entendu sur les bords de stade, ouais, c'est grâce aux chaussures, c'est les chaussures qui courent vite. Donc aujourd'hui, avec Stéphane, on va essayer de vous en dire un petit peu plus sur ces chaussures qui sont particulières. On va vous donner un petit peu leurs caractéristiques, voir un peu leur évolution, l'évolution qu'elles ont amenée dans le monde de l'athlétisme, les nouveautés qu'il peut y avoir autour de ces chaussures carbone et surtout l'impact qu'elles peuvent avoir sur la performance pour les athlètes lambda, on va dire, mais surtout pour les athlètes d'élite. C'est une évolution technologique, les chaussures carbone, et l'athlète a été quand même a été marqué par beaucoup d'évolutions technologiques et qui ont influé sur le haut niveau de l'athlétisme. On pense évidemment quand on est passé des pistes en cendré sur les pistes en tartan. Les performances ont été meilleures par la suite. On pense également, par exemple, au saut à la perche, quand on est passé des perches en bambou vers les perches en fibre de verre ou en carbone déjà à l'époque. Et, ben, qu'en est-il des chaussures de carbone pour le sprint dans les disciplines vraiment de vitesse pure? On va parler du 60 mètres au 400 mètres haies. Est-ce que les records du monde ont explosé depuis l'émergence des chaussures carbone en sprint? Est-ce que ça a créé de nouvelles pathologies? Qui sont les gagnants? Est-ce que ce sont les athlètes ou est-ce que ce sont les marques elles-mêmes? Euh, voilà, juste avant de donner la parole à Stéphane, et qui nous explique un petit peu comment fonctionne ce monde du carbone. Euh, Juste rappeler que le carbone est arrivé via le demi-fond. On en parlera dans un futur podcast. Le demi-fond, dès 2016 au JO de Rio de Janeiro, et avec Kipchoge qui avait couru le marathon avec des points de carbone, et ça avait déjà fait parler énormément. Et ensuite, pour nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le sprint. Elles sont arrivées en 2020, 2021, juste à la période après le Covid, avec une grosse cohue de points de carbone attendus en 2021 pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Vraiment, c'était tout le monde voulait avoir ses pointes, recevoir ses pointes juste avant les Jeux. Je me souviens d'un Pascal Martino Lagarde qui avait reçu sa paire alors qu'on était déjà à Kobe au camp d'entraînement. Voilà, c'était donc depuis 2021 qu'on parle de carbone dans le sprint. Ah, Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents modèles de pointes pour les sprinters? effectivement, vous connaissez tous, il y a les grandes marques, il y a Adidas, il y a Puma, il y a Nike, il y a New Balance. Mais avant de vous parler de tout ça et de l'efficacité un peu de ces pointes-là, qui sont avérées, on va pas se mentir, il faut parler des drops. Du drop, c'est la différence entre la hauteur du talon et la hauteur de l'avant-pied d'une paire de pointes. Ça se mesure en millimètres. Chaque fabricant de chaussures a un peu ses spécificités, j'ai envie de dire. Et en fait, cet effet sur la foulée, sur la pose d'appui est assez important, donc on va en parler. On va vous parler de drop, des drops bas, des drops hauts. Ça change un tout petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur les chaussures de running. Donc les spécialistes du demi-fond et du running qui vont nous écouter, soyez pas surpris, on va l'exprimer d'une façon qui est un peu plus différente que sur le long. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en sprint, l'attaque se fait très très souvent sur l'avant du pied, sur la pointe de pied même pour certains, et la semelle est forcément incurvée. Donc le drop se fait entre la hauteur du talon et l'avant-pied avec une semelle qui est incurvée, ce qui est différent des chaussures de running ou de demi-fond. Ça, on verra dans un podcast suivant. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est qu'il y a la technologie qui est utilisée et l'inclinaison de la semelle. Et ça change tout et c'est important qu'on puisse en échanger là-dessus. Le premier point, c'est l'effet catapulte. Cet effet-là, il va permettre à la chaussure de renvoyer le pied, le talon, le tendon, le corps sur une poussée qui est beaucoup plus rapide. Ça veut dire que on imagine une pointe de pied qui va être très très contractée, très solide, et on va avoir une chaussure qui va renvoyer vers l'avant. Donc ça, c'est vraiment le plus important à souligner. C'est cette inclinaison-là qui va permettre de renvoyer le pied beaucoup plus
de façon plus importante, en tout cas. Donc il y a des drops qui sont bas, il y a des drops qui sont intermédiaires, il y a des drops hauts. Ok, mais attention, sur ces drops-là, on va le voir de suite, ça convient pas à tout le monde. Ça convient pas à tout le monde et ça convient pas à toutes les façons de courir. C'est très très exigeant pour les mollets, les tendons, ça peut déformer aussi la technique de course, ça peut créer des tensions ailleurs alors qu'on n'a jamais eu de tension sur d'autres muscles ou d'autres tendons. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. C'est très nouveau ce qui est en train de se passer. Il y a que quelques années de retour, tu l'as dit Alex, avec des premières chaussures carbone d'il y a 5, 6, 7 ans. En pointe, ça date d'il y a 4, 5 ans. Donc ça, c'est tout nouveau. On n'a pas forcément les retours. Ouais, c'est sûr qu'il va falloir être un petit peu patient pour avoir vraiment des retours complets et concrets. Après, il y a une question que tout le monde peut un peu se poser aussi, c'est comment choisir ses pointes? Quelle pointe peut correspondre le plus à mes qualités? Donc la première question à se poser, c'est quelle discipline je fais? Les marques, elles ont des pointes par discipline. Il y a des pointes plus 100-200, des pointes plus 200-400. On verra un peu par la suite que tout n'est pas forcément respecté avec des athlètes qui courent sur des distances de sprint avec des pointes de demi-fond et vice-versa peut-être. Euh, mais voilà, donc il faut déjà choisir sa pointe en fonction de sa discipline, en fonction de la morphologie de son pied, en fonction de ses qualités, si on est explosif, si on est plutôt résistant, si on a des tendons courts, des tendons longs, ça c'est toutes des choses dont il va falloir tenir compte. Et aussi pour les budgets des athlètes, on va dire régionaux, nationaux, mais pas sponsorisés, ben, il y a la notion de prix qui rentre en ligne de mire, Stéphane, pour choisir ses chaussures, car elles ont un coût, ces chaussures, quand même. Ouais, effectivement. Alors, ça tourne entre 150 et 250, 300 euros. Ça dépend les modèles de pointe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles les plus récents coûtent forcément les plus chers. Les nouvelles technologies sont de plus en plus recherchées, c'est une évidence. Mais par contre, on va s'attarder un tout petit peu sur la durée de vie de certaines pointes, notamment les Nike, MaxFly. On va rentrer dans le vif du sujet directement. MaxFly 1, on le sait, les plaques, c'était un désastre. À partir de 3, 4, 5 utilisations, il y avait certains athlètes, des sprinters qui étaient des fois un peu plus lourds ou même en virage, la plaque se pétait. C'était un scandale ce qui s'est passé. Donc le Nike nous a sorti un super modèle. Les athlètes de très très haut niveau recevaient des dotations assez régulièrement. Pour eux, c'était pas vraiment un problème. Ils avaient une nouvelle dotation dans le sac à dos à chaque compétition, donc ils pouvaient presque les péter. Par contre, pour le commun des mortels qui mettait 200, 250 euros quand ils arrivaient à trouver les Nike MaxFly 1, c'était une catastrophe de péter les plaques. Ça a été un enfer. Beaucoup se sont tournés vers Adidas avec l'Adidas Adizero Prime SP2 qui était allez, entre 150 et 200 euros en fonction des périodes de l'année parce que les commerciaux y jouaient forcément sur ça. Pareil, des tissus ultra fragiles. Une honte, la plupart des athlètes pétaient les tissus en quelques utilisations. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Nike ou Adidas, d'après nos statistiques et les recherches qu'on a pu faire là depuis quelques semaines, on le sait, c'est entre 15 et 20 séances d'utilisation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir les utiliser pendant plus de séances, mais ça veut dire que la plaque carbone ou les tissus qui sont utilisés pour la fabrication se dégradent à partir de 15 à 20 séances. Ah, c'est fou quand même, c'est une durée de vie très courte, hein, 15 séances pour un sprinter de niveau, allez, on va dire régional, national. 15 séances, il les fait en 2-3 mois de spécifique sprint. Quand il fait ses SP, on va dire ses SP longues, ses SP courtes, machin, il en fait 2 par semaine. En 3 mois, il a fait ses 15 séances. C'est un budget quand même, donc c'est pour ça qu'il est. Nous, on vous conseille de pas tout le temps les mettre à l'entraînement, de les garder peut-être pour des séances clés, de les garder pour les compétitions et les séances clés, et puis de varier avec soit une deuxième paire de carbone si vous avez les moyens d'en acheter deux et de varier un petit peu, d'en garder une plus neuve pour les compétitions et utiliser peut-être une autre pour les entraînements un petit peu plus régulièrement, ou même d'utiliser des pointes sans carbone à l'entraînement. Il y en a qui le font, il y a même des athlètes qui le font encore en compétition, hein. On pense notamment à Christian Coleman, hein, qui est recordman du monde du 60 mètres, qui a fait des compétitions sans carbone, hein. Il en est un petit peu revenu du carbone, il y trouvait peut-être pas forcément son compte. Euh, donc 15-20 séances d'autonomie et de durée de vie, c'est compliqué.
Effectivement. Alors, on parlait des chaussures de running qui s'épuisent avec des chaussures un peu uniques, un peu presque sur le moment d'une compétition. La Adidas SP3, la nouvelle qui est sortie l'année dernière. Euh, on l'a vu sur certains athlètes, Noah Lyles, Grant Holloway, Good Good récemment ou Sacha Zoya. Cette pointe-là, c'est pire. Elle vaut entre 200 et 220 euros avec une utilisation de 12 à 20 séances maximum avant que ça se dégrade. Alors vous allez nous dire, ok, mais pourquoi ça se dégrade? Tout simplement parce qu'on parlait du drop tout à l'heure, cette chaussure-là, c'est la plus exigeante du marché d'après nous. Ça veut dire que cette pointe-là, elle est ultra inclinée, elle est inclinée beaucoup plus que les autres modèles et elle ne supporte pas forcément les pressions qu'on va mettre pour des sprinters. Ça veut dire qu'elle a une utilisation de 12 à 20 séances maximum avant que la plaque se dégrade. Là, on parle de 11 mm de drop contre 3-4 mm pour une Nike. Ça veut dire que votre pied va être super armé avec des orteils très relevés et il va falloir gérer cette façon de courir. Ça va pas forcément vous protéger contre des blessures, mais ça vous permet d'avoir un meilleur renvoi. Donc cette Adizero Prime SP3, c'est la meilleure du marché en tout cas pour des coureurs qui seraient un peu plus puissants, un peu plus lourds, qui auraient besoin d'avoir un renvoi, une élasticité qu'ils n'auraient pas en mettant d'autres points, notamment des points de demi-fond, et ça on va le voir. Pourquoi on vous parle des points de demi-fond maintenant? Parce que certains athlètes, notamment Siné Magloguin ou Gabi Thomas, ben, elles ont décidé de courir en point New Balance de demi-fond. Et ça, c'est quand même assez incroyable de le souligner parce que, à contrario de d'autres fabricants, elles décident de courir en point de demi-fond chez New Balance. Ouais, je pense que c'est des stratégies qui ont été mises en place. Elles ont dû tester à l'entraînement beaucoup, peut-être même directement chez l'équipementier, vu qu'elles sont sponsorisées par New Balance. Elles ont dû tester et essayer de voir ce qui était le mieux pour elles et c'est ce qui en ressortait. Moi, j'avais vu également certains athlètes de 800 mètres, à contrario, qui utilisaient des chaussures de sprint, les Nike notamment, les MaxFly. Euh, je crois que Benjamin Robert faisait ça à une époque sur le 800 mètres. Donc après, voilà, chacun trouve chaussure à son pied, c'est le cas de le dire. Mais l'important, c'est de se sentir bien dans sa chaussure, qu'elle soit performante pour son gabarit, pour sa façon de courir. Et dans ce style, hein, on peut noter que Toby Amusan, qui est la recordwoman du monde du 100 mètres haies, elle a fait ça à Eugene en 2022. Ben, elle a réussi ça avec les pointes de demi-fond de Adidas. Donc ça, c'est quand même fou. Elle a fait le record du monde en 12-12 à Eugene avec des pointes de demi-fond. Donc il n'y a pas forcément de vérité. Il faut vraiment, chacun doit un peu comme Cendrillon rentrer dans son soulier et découvrir son prince charmant. C'est joliment dit, mais effectivement, sur les, c'est assez particulier parce que en fonction du drop et de la hauteur aussi de la plaque, on va pouvoir se permettre d'être un tout petit peu plus haut sur l'attaque et le franchissement de la haie. Donc on sait que ça peut aussi débloquer des athlètes qui sont un peu justes sur tous les hauteurs. Garçon de 1m06, le bassin étant un peu plus haut, ça permet de rabattre un peu plus après le franchissement. Les carbones ont aidé beaucoup d'athlètes à franchir ce cap-là des 1,06 et notamment des athlètes qui se sentent un peu plus grands, un peu plus dominants sur la haie, et ça, c'est assez intéressant. Chez les filles, ça a été un peu différent, même si là, tu l'as dit avec Tobias Musad, elle a décidé d'avoir une plaque un peu plus épaisse pour se sentir certainement un peu plus haut. Pareil sur le 400 mètres haies, on le sait, des plaques ultra rigides, comme avec Karsten Warhol, un des pionniers de la plaque carbone. Ça l'a forcément aidé. Il a explosé le record du monde en 45-94. Tout le monde s'est dit, ouais, mais ça vient forcément des pointes. Ça vient pas que des pointes, mais ça a dû forcément l'aider. La restitution d'énergie a dû se faire beaucoup plus. Et des gains qui sont, à mon avis, considérables si après chaque haie, on arrive à repartir sans s'écraser. On le voit sur des vidéos et les auditeurs qui nous écoutent, les sprinters ou ceux qui font du 110, du 400, peu importe, on le sait très bien, à un moment donné, on pose le pied à plat, on pose le pied même presque talon pour certains. Et si on arrive à avoir un petit soutien, hein, une petite combinaison, on va dire, entre des tendons qui sont très raides, très solides, et en plus une pointe qui va vous aider, franchement, la combinaison elle sera parfaite. Et Karsten Warholm, il avait trouvé le compromis parfait avec Puma, c'est une évidence. Ah ouais, mais Warhol, mais il a été malin en 2021, parce qu'il a été un peu précurseur dans dans les points de carbone. C'est-à-dire que
avec Puma, ils ont bossé vraiment longtemps avant les JO de Tokyo sur une pointe vraiment optimisée, faite pour Carsten Warholm, pour ses qualités. Ils sont associés à AMG, donc c'est une filiale de Mercedes, sport automobile, pour faire vraiment une pointe racée, faite pour la victoire. Et grâce à cette pointe, il est devenu champion olympique avec le record du monde, tu l'as dit, 45-94, qui est vraiment une performance stratosphérique. Le record du monde avant Karsten Warholm, c'était 46-78, si je dis pas de bêtises. Donc là, il a vraiment mis une branlée, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Euh, et dans une des courses, les plus belles courses de l'histoire du 400 mètres haies, avec Ray Benjamin et Alison Dos Santos, qui eux aussi battent le record du monde, l'ancien record du monde dans cette course. Bref, euh, voilà, il a été un peu précurseur dans ça, Warhol, mais il y a quand même une petite particularité, c'est que normalement, il est interdit de courir en compétition avec des prototypes. Et là, Warholm, il a couru avec une chaussure qu'il n'y a que lui dans le monde qui a eu, et personne d'autre ne l'a eu. Et ils ont trouvé une petite astuce pour pouvoir le faire courir, et toutes les marques le font maintenant, c'est que ils ont mis c'est-à-dire que une chaussure est considérée comme un prototype tant qu'elle n'est pas en vente sur Internet ou en vente en magasin. Et donc là, les marques, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont fait des prototypes pour les athlètes de très très haut niveau. Elles les ont fait courir avec ces prototypes-là. Elles les ont mis en vente sur leur site internet, mais elles les ont basculés directement en rupture de stock. Comme ça, les chaussures sont en vente sur leur site internet. Malheureusement, elles sont en rupture de stock, mais il n'y a jamais eu de stock. Et du coup, comme ça, ils contournent un petit peu le règlement. Les athlètes peuvent courir avec des prototypes qui sont faits spécialement pour eux. Donc je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, ça a permis à Karsten Warholm d'avoir une chaussure unique en 2021. Effectivement, mais ils sont très malins quand même, parce que moi j'ai l'impression quand même que sur ce qu'ils vendent, la façon dont ils proposent les pointes, je pense qu'on se fait un peu tout savoir, parce que c'est pas possible qu'une pointe convienne à tous les sprinteurs, que ce soit 60, 100, 200, 400, 400 et 100 mètres, centimètres et peu importe le poids, peu importe la force qu'on y met, c'est pas possible. Et nous, notre boulot, notre rôle aujourd'hui avec ce podcast-là, c'est de vous dire attention, il y a des marques, elles jouent pas le jeu, c'est pas possible. Je vous prends l'exemple de Adidas SP3, les nouvelles de chez Adidas. Les coureurs de 400 mètres à l'heure actuelle ne veulent pas tous porter ce modèle-là parce qu'il est ultra, ultra exigeant. Certains, et la plupart même, sont restés sur les SP2 parce qu'il y a un peu plus de souplesse, un peu plus de confort, un peu plus de stabilité dans le virage. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Ça veut dire que ces SP3-là de Adidas qui viennent de sortir, elles sont un peu plus typées sprint court, 60, 100. Ça commence à être exigeant sur 200, ça passe. Mais après, il va falloir faire très attention. Il faut s'imaginer que le pied va être très incliné. Il va falloir ne pas subir ce qui va se passer. Par contre, Nike Max Fly 2, c'est d'après moi la pointe un peu intermédiaire. C'est la pointe un peu qui va être polyvalente, qui va convenir à la quasi-totalité des sprinteurs. 100, 200, 400 et même les haies. Il y a un drop qui est assez faible, qui permet de pas avoir trop d'exigences sur la foulée. On sait qu'ils ont fait de gros efforts sur la plaque et sur la stabilité des pointes. C'est un très très bon modèle comparé à Adidas. Adidas est beaucoup plus exigeant. Pareil chez Puma ou chez ASICS ou New Balance. Ils se permettent de dire que c'est 100, 200, 400. Moi, je suis pas trop d'accord. Il va falloir essayer les choses, essayer les pointes, avoir des retours de manière à ce que vous soyez sûr de ce que vous faites. Il y a de gros risques de blessures à prendre des chaussures carbone. On n'a pas suffisamment de retours pour se dire, OK, là, je vais être protégé. Ouais, attention, hein, depuis tout à l'heure, on vous parle des bienfaits des points de carbone, que ça améliore les performances et tout ça, mais soyez certains qu'il faudra quand même continuer de courir, hein. C'est les athlètes, ils vont mettre les chaussures et moi je les mets, et je suis pas champion du monde demain. Donc en fait, ça vient un petit peu donner des qualités de pied à ceux qui en ont peut-être un peu moins que les autres, mais ceux qui ont déjà des grosses qualités, ça leur donne pas forcément un énorme avantage. En fait, on peut voir qu'il y a eu une densification des performances, c'est-à-dire qu'il y a un niveau médian qui est devenu assez haut en athlétisme dans le sprint. Il y a beaucoup plus d'athlètes qui font, on va prendre des perfs un peu intermédiaires, moins de 45 secondes par exemple, ou moins de 46 secondes aux 400 mètres. Il y a beaucoup plus d'athlètes qui font moins de 20-50.
Mais il y a pas forcément, les records du monde n'ont pas forcément tous été battus, explosés comme c'est le cas en demi-fond et en course sur route ou en demi-fond long. Donc, faut quand même bien avoir conscience que l'énergie qu'on va donner à la chaussure, elle va nous la restituer peut-être un petit peu plus fortement que avant, mais il faut quand même continuer de s'entraîner, il faut quand même continuer de faire attention à sa préparation et faire aussi attention aux pathologies, nouvelles pathologies créées par ces chaussures qui sont hyper exigeantes avec le corps, notamment avec les tendons. On a pu voir une évolution du nombre de tendinites ces dernières années, des groupes musculaires qui ont dû se réorganiser un petit peu parce que quand on a du drop, c'est-à-dire qu'on a l'avant du pied plus haut que le pied en courant, on crée des tensions qu'on n'avait pas forcément avant. Donc toute la chaîne musculaire a dû se réorganiser. Donc ça crée des petits dérèglements, des petits déséquilibres et le corps a dû s'adapter. Donc on a pu voir émerger donc les problèmes de tendinite, tendon d'Achille, on l'a vu, des tendinites aussi au niveau du genou, des problèmes donc de genoux, des problèmes de hanche également. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas encore beaucoup de recul sur tout ça, mais on voit quand même déjà émerger quelques nouvelles pathologies, ou c'est pas des nouvelles pathologies en soi, mais elles sont un petit peu, voilà, on les pointe un peu plus du doigt, elles sont plus présentes. Donc à faire attention aussi à voir un peu l'évolution et quelle marque va arriver à faire la première chaussure performante et safe pour le corps. Ouais, alors effectivement, ils sont très malins quand même parce que quand on veut acheter des pointes sans carbone, tu le disais, peut-être pour se protéger à l'entraînement, c'est peut-être un beau ratio de se dire, OK, à l'entraînement, je cours sans carbone, en compétition, je mets les carbones. Mais les marques, elles sont en train de ne plus fabriquer ces pointes sans carbone. C'est de moins en moins le cas. On le sait, il y a des ruptures de stock. Ils le font exprès, c'est clairement de la communication. Le conseil que je peux vous donner, et qu'on vous donne tous les deux avec Alex, c'est acheter des pointes sans carbone maintenant parce qu'après, il n'y en aura plus. Il faudra peut-être courir pieds nus, ça va être le bordel, ça va être assez compliqué. Mais je pense que le meilleur moyen de solidifier ces tendons pour que ça marche pour la pointe carbone, c'est de courir sans drop. Le sans drop, c'est le sans carbone ou c'est quasiment pieds nus. C'est ce qui va renforcer tous les muscles intrinsèques de votre pied, les tendons. Et cette chaussure-là, la carbone, elle va vous permettre de combiner ça. Et le meilleur, et la meilleure combinaison possible, on l'a dit, c'est une cheville très dure, du gainage, un alignement parfait. Et le meilleur exemple, Alex, c'est Good Good, l'Australien, on l'a déjà parlé, qui lui a trouvé la combinaison parfaite entre cette paire de pointes Adidas SP3 ultra exigeante et ses tendons ultra rapides. Et ça, c'est parfait pour lui. C'est ce qui fait peut-être que ça marche. On le sait, il y a des statistiques qui sont sorties là récemment. On a un taux moyen. Alors bon, il faut le prendre avec des pincettes, mais à peu près un dixième de gagné, entre un dixième et deux dixièmes en fonction des coureurs sur un 100 mètres de niveau régional. C'est énorme. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est exponentiel si on fait un 400? Je suis pas convaincu parce qu'il va falloir quand même gérer ce qui va se passer niveau technique. Mais en tout cas, les gains sont importants. On parle de 1 à 2 dixièmes sur 100 mètres. Ouais, c'est ce que je disais juste un peu plus tôt. Ça a permis vraiment une densification de performance vers le haut. Il y a beaucoup plus d'athlètes qui sont plus rapides que ces dernières années. On l'a vu de toute façon pour se qualifier au championnat de France. Maintenant, sur 100 mètres en cadet, junior, espoir, les performances, avant, c'était des performances de finalistes. Et en cadet, il faut faire maintenant presque 10,90 pour se qualifier au championnat de France sur 100 mètres, alors qu'avant, avec 10,90, des fois, t'étais podium. Donc voilà, ça crée cette densification vers le haut. Après tout le monde y a à peu près accès, hein. Les prix sont chers, mais ça reste quand même accessible. Tout le monde arrive à se dégoter une paire de points de carbone. Il n'y a pas vraiment d'enjeux financiers de fou. Ce qui est là où les marques sont gagnantes, c'est qu'il y a tout le monde maintenant veut sa pointe de carbone. Et on voit sur les championnats régionaux, tout le monde, même un athlète en 15 secondes au 100 mètres, il a sa paire de points de carbone. C'est quand même fou. Ils ont réussi un coup marketing de dingue. Donc les athlètes s'y retrouvent. Les athlètes de très haut niveau s'y retrouvent parce que ils gagnent quand même un petit peu en performance. Sur le sprint, c'est pas là où ça gagne le plus, mais en tout cas, euh, ils perdent pas en performance. Et la marque, elle en sort grandie fois 1000 parce que Nike en plus qui a été précurseur dans le monde du carbone. J'aimerais bien savoir leur chiffre d'affaires, voir l'évolution de leur chiffre d'affaires en termes de vente de chaussures, mais parce que c'est fou, des chaussures à 200, 250 balles, tout le monde les a maintenant, c'est dingue. Et pour revenir un tout petit peu sur les records du monde et l'évolution des records du monde
grâce ou pendant la période carbone, on peut noter que depuis 2021, il y a eu 6 records du monde qui ont été battus dans les disciplines de sprint, filles et garçons confondus, salles extérieures confondues. Donc on en a parlé, hein, le 4H, c'est la discipline vraiment où le carbone a un impact non négligeable. On est convaincu que les chaussures carbone ont fait évoluer les façons de courir. Ça permet de passer, de peut-être faire une foulée de moins dans l'intervalle, de tenir son intervalle jusqu'à la 7, jusqu'à la 8, jusqu'à la 9 et même jusqu'à la 10 pour Warhol. Il passe tout de la même jambe. C'est unique en son genre et ça permet d'être plus à l'aise, d'avoir un schéma de course optimisé, faire de meilleures performances. Sur le 4H, il y a pas de discussion possible. Le carbone a aidé. Et on se rend compte aussi que sur le 100 mètres haies, il y a eu un record du monde, on en a parlé tout à l'heure. Sur le 60 mètres haies féminin, il y a eu un record du monde de Devin Charlton l'année dernière en salle à Glasgow, 7,65. Donc sur toutes les disciplines de haies, il y a eu un record du monde. La seule discipline où il n'y a pas eu de record du monde, c'est le 110 mètres haies avec Grant Holloway qui a fait 12,81, là où le record du monde est 12,80. Donc je pense qu'on peut quand même estimer que les points de carbone apportent quelque chose, c'est indéniable, sur les disciplines de haies, car 5 records du monde sur 6 ont été battus dans ces disciplines. Et une autre performance un autre record du monde qui a été fait ces dernières années, c'était en 2023, c'est Femke Bol sur le 400 mètres en salle. 49-17 je crois, ou 24 ou 17, je sais plus. Et donc voilà, 6 records du monde sur 16 disciplines de sprint, filles, garçons confondus. Donc c'est pas non plus l'hégémonie qu'a créé le carbone sur les épreuves de demi-fond. Mais force est de constater que sur les haies, les records du monde ont évolué et peut-être même que Grant Holloway va pas tarder à confirmer cette théorie. Ouais, j'ai l'impression. Mais est-ce que dans ces cas-là, un Usain Bolt aurait pu faire encore mieux que 9,58 ou 19,19? Franchement, c'est la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que s'il court en Puma, alors pas à l'heure actuelle, hein, parce qu'à l'heure actuelle, je pense pas qu'il soit capable de quoi que ce soit, malheureusement, mais est-ce que J'ai vu une vidéo de lui là, tu l'as vu Stéphane dernièrement là ou je, pas? je Faire un l'ai départ vu? avec oblique séville. Oui, je Ah pense ouais, qu'il fait 120 kilos, je pense. je pense que tu as toutes tes chances de le battre à ce moment-là, là. Pas sûr, pas Pas sûr. sûr. Mais effectivement, est-ce que là, à l'heure actuelle, en changeant d'époque, si on lui faisait parvenir en 2009 les points de carbone de chez Puma, les EvoSpeed Nitro, est-ce que il ferait pas 9,40? On le sait pas, peut-être, peut-être que non. Moi, j'ai Ah, envie moi, de je pense que croire que c'est sur non. le 200 mètres. Peut-être sur le Moi, 200 sur mètres le plus, 200 ouais. mètres, franchement, quand on voit la vitesse finale de Good Good, on peut pas se dire que, en fait, c'est impossible physiologiquement. C'est une hérésie de dire qu'un athlète accélère dans la deuxième partie de la course. On le sait. L'athlète, il crée de la vitesse dans la courbe et il perd le moins de vitesse possible jusqu'à la ligne d'arrivée sur un 200 mètres, mais il ne crée pas de la vitesse entre le 100 et le 200 mètres. Good Good, on a l'impression qu'il crée de la vitesse, alors qu'en fait, il en perd. C'est juste qu'il en perd moins que les autres. Les pointes ont une importance, c'est sûr. Et j'aurais voulu voir Bolt avec ces pointes-là. Parce que Good Good, en fait, il Ouais. va plus vite que Bolt quasiment dans la deuxième ligne droite. Et dans la deuxième partie, dans le deuxième 100 mètres, pardon. Et enfin, Bolt, je suis sûr qu'il aurait fait moins de 19. Moi, franchement, là, j'ai pas peur de le dire. Je pense que Bolt, si tu lui mets les Adidas SP3, il fait 18,80 et c'est torché. Ouais, je pense. Et tu as raison de dire les Adidas SP3 parce que c'est ce qui lui conviendrait le mieux. Attention, athlètes qui nous écoutent, de pas acheter en fonction des stars. Vous voyez, par exemple, Marcel Jacob, il passe de chez Nike à Puma. C'est pas pour les pointes. S'il le fait lui, c'est pour l'argent. Attention à bien comprendre le mécanisme un peu, les effets catapultes que votre corps va pouvoir avoir ou pas en fonction des choix des pointes. Quand on regarde la finale des Jeux Olympiques l'année dernière à Paris sur 100 mètres garçons, il y a du Nike, il y a du Adidas, il y a un seul coureur, c'est Marcel Jacob qui est en Puma. Les deux grandes marques, c'est Adidas et Nike. Ça veut pas dire qu'il faut forcément acheter ça. Ça veut dire qu'il y a aussi du ASICS, du Puma, du New Balance qui pourrait vous convenir. À vous d'essayer, à vous de voir si ça peut marcher. Vous allez dire oui, il faut un gros budget, mais vous pouvez peut-être essayer de voir avec vos collègues comment on peut faire pour les essayer. En tout cas, Adidas, Nike, c'est clairement les points qui ressortent le plus sur le marché. Moi, par contre, sur ce que tu dis, sur Usain Bolt, qui aurait les carbones, on peut des fois se tromper. Moi, je pense que Keishane Thompson, par exemple, sur cette finale aux Jeux Olympiques, il finit deuxième.
il court en Nike Max Fly. Avec Alex, on est vraiment dans la statistique. Je pense que là, il se trompe de pointe. Ce mec-là, avec des Adidas SP3, il aurait été champion olympique devant Noah Lyles. Moi, j'en suis quasiment certain. Pourquoi il est en Nike Max Fly? C'est pour l'argent. C'est une évidence. Ouais, et en fait, là, tu fais référence à son gabarit. Et lui, il a un gabarit quand même assez volumineux, il est costaud. Et c'est vrai qu'on sait que la Nike Max Fly, avec cette mousse-là, si on est un peu trop costaud, on fait 90 kilos, comme lui, eh ben, on va écraser cette mousse. Et si on l'écrase trop, elle va mettre du temps à nous renvoyer et ça sera plus aussi efficace. Alors que la SP3 de chez Adidas, elle est beaucoup plus réactive, elle est beaucoup plus dynamique. Euh, donc c'est vrai qu'il y a des questions de gabarit. Et, bon, après, c'est une hypothèse que nous on émet sur Kishane Thompson, mais c'est vrai que je pense que c'est un peu dommage qu'il y ait cette notion de marketing et que les athlètes n'essayent pas d'avoir la pointe qui leur correspond le mieux. Alors peut-être que c'est minime, hein, peut-être il y a un centième d'écart entre la Nike et la Adidas, mais on l'a vu, hein, il fait 9,79, Noah Lyles fait 9,79, ils sont départagés au millième. S'il y a un centième d'écart avec la SP3, eh ben effectivement, il est champion olympique et ça change sa vie en fait. Donc à voir. Il y a d'autres championnes olympiques dont on n'a pas trop parlé, c'est Gaby Thomas et Sydney McLaughlin. Stéphane, t'as dit que c'était Nike et Adidas qui un peu écrasaient le marché, mais là quand même, New Balance, ils ont fait une opération de fou parce qu'ils ont réussi ils sponsorisent peu d'athlètes. Il y a Femcable aussi également, sponsorisé par New Balance. Il y en a quelques autres, mais voilà, ils n'ont pas une grosse mainmise comme Adidas et Nike sur le marché. Et ils ont sponsorisé Gaby Thomas, champion olympique de 200 mètres, McLaughlin, champion olympique du 400 mètres haies et du 4x4 avec le relais américain, Femcable qui a été championne d'Europe, championne du monde, recordman du monde du 400 mètres haies, du 400 mètres plat en salle, on en a parlé tout à l'heure. Donc New Balance, je trouve qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font, c'est qu'ils ciblent des athlètes féminines, a priori, et ils prennent des grandes stars et ils doivent leur offrir des bons contrats, à mon avis. Bah, je suis complètement d'accord. Et puis là, ils ont bien choisi. Ils ont bien choisi leur épreuve. Alors c'est étonnant parce qu'elle court en modèle de demi-fond. On l'a dit, c'est assez étonnant. Peut-être que les modèles sprint ne leur conviennent pas. Mais de ce qu'on dit depuis le début, c'est que des modèles avec un drop peut-être un peu plus à plat, ça pourrait aider sur le 200, sur le 400 et le 800. Ça veut dire que, on l'a dit, il y a des postes d'appui qui sont un peu plus à plat pour ces coureurs et ces coureuses-là, donc elles se servent d'un renvoi qui est aussi du talon et pas que la pointe de pied. Mais t'as tout à fait raison, ils ont été super intelligents, New Balance. Ils sponsorisent les athlètes qui sont 200, 400, 400 et peut-être parce qu'ils savent que leur modèle de sprint, il est pas assez bon. Ça aussi, c'est possible. On a aussi vu ASICS avec des modèles sans pointe. Je veux dire, on sait que ça existe encore. Les athlètes sont pas trop fans de ça. Donc tout ça aussi, c'est des choix. En tout cas, le choix de Gaby Thomas, Fenkable et de Sydney McLaughlin, il est forcément bon. Maintenant, moi, j'ai envie de savoir aussi si un athlète dit, OK, moi, je suis sponsorisé, mais j'ai pas envie de courir en carbone. Qu'est-ce qui va se passer? Christian Coleman, tu l'as dit, avait refusé de faire des compétitions en carbone. Ça lui a coûté peut-être pas de l'argent, je sais pas. On va pas parler sur ce sujet-là parce que je n'ai pas d'idée, mais en tout cas, ça avait été mal perçu. Ouais, après, les athlètes, ils font ce qu'ils veulent à partir du moment où ils mettent pas d'autres marques. Mais c'est sûr que c'est des choix qui font parler parce que en fait, il y a une question qui se pose un peu aussi dans leur tête, c'est qu'ils voient l'émergence du carbone, ils voient l'effervescence qu'il y a autour de toutes ces chaussures-là. Et peut-être que eux, ils ont testé, notamment Coleman, et il s'est dit, ah, moi, ça me correspond pas et tout. Mais dans leur tête, ça doit être un petit peu contrasté. Hein. Ils se disent, bon, ben, on sait que ça apporte de la performance, mais moi, ça me correspond pas. Mais en même temps, si je l'aimais pas, ça veut dire que je laisse un avantage à mes adversaires. Eux, ils ont la nouvelle technologie, moi, je ne l'ai pas. Je pense que ça peut être un sacré casse-tête chinois dans leur tête et en fait on en arrive à plus savoir quoi faire et alors qu'en fait il faut être capable de s'écouter soi-même euh, et trouver la meilleure chaussure pour soi, pour sa façon de courir, pour sa technique, pour son gabarit. Donc c'est assez particulier. Est-ce qu'on peut parler de dopage technologique quand on évoque les chaussures? Euh,
moi, je trouve qu'il y a un exemple qui est frappant quand même, c'est qu'en 2022, donc on arrivait vraiment dans l'ère du, euh, du carbone, pour le sprint en tout cas. En 2021, Nike avait inondé le marché, c'était vraiment Nike qui était en avance sur tout le monde. En 2022, il y a la SP2 qui sort de chez Adidas, et elle sort, je me souviens, juste avant les France Élites de Caen. Et il y a un athlète qui attendait sa chaussure, qu'il a reçue, je crois, entre la série et la finale du 400 mètres haies, c'est Wilfried Apio. Euh, alors je sais plus, peut-être que je dis une bêtise, qu'il avait reçu la veille des séries, mais en tout cas, je sais qu'il a couru sa finale, et je crois que c'était la première course qu'il faisait avec, donc il avait vraiment reçu entre le samedi et le dimanche. Il a reçu sa paire de SP2. On se souvient en plus de cette année-là parce que Wilfried Apio, c'est l'année où il y a eu une altercation sur le stade d'échauffement à Caen. Il va courir son 400 mètres avec un œil bandé parce qu'il voilà, il y a eu une bagarre. Il est dans des conditions qui sont pas optimales d'un point de vue psychologique, d'un point de vue physique peut-être même, mais ses chaussures aux pieds lui ont permis de courir, d'enlever des foulées dans son intervalle, de tenir sa cadence, d'avoir une facilité sur la réception, l'engagement entre les haies, la vitesse sur les haies, et il avait fait une très belle performance, et on le sait, cette année-là, cet été-là, il était allé jusqu'au championnat du monde de Eugene, auquel il avait fini quatrième du 400 mètres haies, tout proche du podium, tout proche du record de France de Stéphane Diagana. Donc, dopage technologique, oui et non, mais en tout cas, gain, c'est indéniable. Les gains, on l'a dit, entre 1 et 2 dixièmes, ça c'est sûr. Par contre, sur l'économie de course, elle est aussi de 2%. Ça veut dire que c'est beaucoup pour des athlètes qui enchaînent des séances, qui enchaînent des répétitions d'une séance, par exemple, assez coûteuse énergétiquement, comme une séance de spécifique 400. Là, il y a des gains qui sont aussi importants. Ça veut dire que sur la fatigue, le pied, quand il commence à être fatigué, quand tout commence à être fatigué, il y a la pointe qui va prendre, entre guillemets, le relais. Et ça aussi, c'est important de le souligner. Par contre, à contrario, le nombre de blessures est assez important. Et moi, j'ai envie de faire un coup de gueule, franchement, sur les jeunes, franchement, les benjamins, les minimes. Et j'espère que les entraîneurs, les parents, les jeunes vont nous écouter. Ne mettez pas trop tôt les points de carbone. Utilisez votre pied. Les records du monde, tu l'as dit, Alex, ils ont été faits sans points de carbone. Les meilleurs sprinteurs courent très, très, très souvent pieds nus, que ce soit dans le sable, sur la pelouse, ils sont très peu blessés. Donc, commençons notre éducation athlétique avec nos jeunes dans l'athlétisme français par des pointes non carbone. Et petit à petit, le pied va se former, on pourra y mettre des carbones. C'est peut-être utopique, Et oui, mais j'ai envie. non, mais franchement, tu as complètement de raison de dire ça, parce qu'on l'a dit brièvement tout à l'heure, mais les points de carbone vont donner des qualités de pied à un athlète qui n'a pas de qualité de pied. Mais si on développe les qualités de pied, c'est un bonus pour l'athlète, et en plus on met du carbone par-dessus une qualité de pied, ça va optimiser tes qualités de pied. Donc tu as tout à gagner à faire progresser ton pied quand tu es jeune, et après voilà, quand tu arrives espoir senior, que tu vises voilà, des chronos, des sélections, des podiums, ok, là on te met le meilleur matériel, mais le plus important c'est de travailler les qualités de base. Le pied, c'est la qualité de base pour un sprinter. Donc travaillons-la. Moi, il y a autre chose que je voudrais évoquer avant d'en finir sur ces pointes carbone chez le sprinter. On le fait beaucoup dans le demi-fond, c'est comparer les époques, comparer les records, dire voilà, ben lui il a fait ça, il est meilleur que lui qui a fait ça. Moi, c'est un truc qui va commencer à m'énerver parce que je trouve que maintenant, il faut qu'on arrête de comparer. Alors sur le sprint, tu l'as dit, tous les records n'ont pas été battus. On peut peut-être encore comparer. On en parlera dans un futur podcast sur les points de demi-fond. En tout cas, pour le demi-fond, il faut arrêter de comparer, ce n'est plus comparable. Et pour le sprint, notamment sur le 4H, on en a parlé, ça sert à rien de comparer, par exemple, le Stéphane Diagana avec Clément Ducot ou Wilfried Apio. Stéphane Diagana est 1000 fois meilleur que Wilfried Apio et 1000 fois meilleur que Clément Ducot. Ce sont des époques différentes. On le sait, même Clément Ducot l'a dit d'ailleurs en interview que il va certainement un jour battre le record de France de Stéphane Diagana, en tout cas on lui souhaite. Et lui, il en est conscient, il dit que Stéphane Diagana, il aurait fait une seconde de moins avec les points de nouvelle génération et que voilà, lui, il a la chance de pouvoir bénéficier de ce matériel. Et tant mieux pour lui et tant mieux pour l'athlétisme, ça fait évoluer les records, ça fait de l'entertainment, ça fait du show, tout le monde est content. Mais voilà, comparer les époques, c'est à mon avis obsolète maintenant en athlétisme. Il faut respecter les champions d'autres époques et pas bouder son plaisir avec nos champions actuels, mais je pense que les comparer est une erreur maintenant. Par contre, il y a aussi quelque chose qu'on peut faire, c'est regarder les évolutions technologiques dans d'autres sports.
qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on nous a beaucoup comparé l'athlétisme avec les points de carbone, avec la natation notamment, avec, à la fin des années 2000, début des années 2010, avec les combinaisons en polyuréthane. Eh ben, eux, en natation, ils ont réglementé, ils ont annulé les combinaisons, ils ont mis des records parallèles, ils ont fait un pas en arrière. Nous, je suis pas sûr qu'on le fasse dans l'athlétisme. Je crois pas que ce soit la volonté de World Athletics, de Sébastien Coe. Comme j'ai dit juste un instant, ça crée de l'entertainment, ça crée vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc, mais voilà, tout ça pour dire que respectons les athlètes d'avant, respectons les athlètes d'aujourd'hui, mais évitons de les comparer car je pense que ça a pas trop de sens. Effectivement. L'épisode est terminé. J'espère qu'on a fait le tour un peu de toutes ces points de carbone. Sprint, on se retrouvera sur du demi-fond, sur du running, avec encore plus de technologies à aborder, parce que là, les technologies, elles seront encore plus existantes, encore plus de marques, avec l'apparition de la fameuse chaussure de Keep Run aussi en running. Donc j'espère que ça vous a plu et j'espère qu'Alex t'a appris aussi des choses parce qu'on va les utiliser ces points de carbone tous les deux tout à l'heure, hein. Et ouais, c'est parti. À bientôt les amis. À Ciao, bientôt. ciao. Vous étiez dans la chambre d'appel.